Quand on donne la parole à M. Médéa-Liwa, il va nous parler aussi. J'ai 25 minutes. Ah, non, on va les gagner pour la discussion. Merci aux organisateurs, aux organisatrices de l'invitation. Donc c'est vrai qu'avant de venir, je me demandais, mais je disais à Yousra, de quoi je vais parler, parce que bon, je ne suis pas sociologue universitaire, je ne travaille pas sur les relations internationales, et je vois bien qu'ici, il y a quand même un prisme qui est celui des relations entre le Maroc et l'Afrique, c'est-à-dire les RI. Et finalement, je me suis dit, ben, le sociologue aussi, quand même, on va essayer d'illustrer un petit peu et essayer de tordre le cou à quelques préjugés ou quelques prénotions. Et je vois que beaucoup ont été donnés. Je remercie ma collègue qui a déjà commencé avant moi. Donc je vais essayer de ne pas répéter ce que vous avez dit, mais je m'inscris totalement dans ce qui vient d'être dit. Donc je vais essayer de tordre le cou à 2-3 choses. Je vais peut-être essayer de présenter le contexte migratoire, rappeler de qui on parle, pas de combien ils sont, parce que ça c'est un autre problème. Peut-être la situation marocaine, ici j'ai 5 minutes, à 1 an d'anniversaire de la nouvelle politique migratoire marocaine, en dire un mot, si ce n'est d'évaluer, au moins de discuter avec vous. Premièrement, je pense qu'il y a une incompréhension, et je l'ai entendu toute la journée aujourd'hui, il y a un regard trop mécanique, à mon sens, entre développement et migration. Le sous-développement ne fait pas migrer, et le développement n'attire pas forcément les migrants. Il n'y a pas de lien mécanique, ça n'a jamais existé. D'abord, sinon il y aurait des centaines de millions de migrants dans le monde, en 200 millions maximum. Et parmi eux, on rajoute les enfants. À la limite, leurs spermatozoïdes ou les ovules ont migré, mais pas les enfants. Ils sont nés, donc ils ne sont pas des migrants, premièrement. Donc même dans les 200 millions, le chiffre est extrêmement gonflé. Deuxièmement, donc 200 millions sur pratiquement des milliards d'êtres humains, vous comprenez le ratio. Deuxièmement, si on regarde le Maroc et l'Afrique, le Maroc devrait attirer beaucoup plus de migrants, vu qu'il y a une plus grande liberté d'expression que dans la moyenne de beaucoup de pays africains, ou en tout cas par rapport aux pays, on va dire, d'Afrique du Nord, parce qu'on quand même, c'est pas non plus le cas partout en Afrique, mais par rapport à l'Afrique du Nord, le Maroc peut jouer une carte particulière, il n'attire pas beaucoup de monde. Il y avait pratiquement 1,5 million à 2 millions de migrants transfrontaliers en Libye. La Libye, c'est pas un pays où il fait bon vivre. Donc les gens n'allaient pas là-bas pour mettre leurs enfants à l'école, ou pour profiter d'un système social ou quoi que ce soit, mais parce qu'il y avait du travail. Et des fois, il y a du travail à un endroit, il n'y a pas de migrants. Donc il n'y a pas de lien mécanique. Ça, c'est déjà, il faut tordre le cou à cette vision. C'est pas parce que les Marocains font moins d'enfants qu'ils auront plus de migrants, et c'est pas parce que le Maroc va se développer qu'il y aura plus de migrants. On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Deuxièmement, c'est la question de la temporalité dans la migration. On a l'impression que, quelque part, et encore ça évolue, parce qu'avant, l'instant zéro de la frontière, le mouvement de la migration, parce que c'est vrai que c'est normal, hein, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et donc ce sont les Européens, puisque pour nos régions, c'est les Européens qui attirent le plus de migrants étrangers sur leur sol. On a l'impression que l'histoire de la migration s'écrivait une fois qu'on arrive en Europe. Alors bon, c'est un prisme, c'est très connu, c'était la sociologie de l'immigration. On travaillait sur les travailleurs immigrés. Bon, il y a eu des grands sociologues comme Sayed pour rappeler qu'avant d'être immigré, il a bien fallu avoir des immigrés. Bon, maintenant, on nous parle de migration de transit. Moi c'est la même chose. La migration de transit, ça ne veut rien dire. C'est complètement creux. Imaginez-vous quand même un instant, qu'est-ce que ça veut dire de partir de chez soi, de s'organiser, de prendre la route. On ne transite pas. D'accord, on n'achète pas un billet d'avion dans une compagnie aérienne, à la limite avec vol inclusive, et on transite à Dubaï pour aller en Asie. Les gens font des mois, font des années de voyage. Cela nécessite une organisation sociale. Cela nécessite des lieux, des étapes dans lesquelles les gens peuvent s'installer, se réorganiser, trouver des ressources avant de passer dans une autre étape. Il n'y a jamais eu de migration de transit au Maroc, ça n'a jamais existé. Il y a eu des gens qui ont tenté de passer en Europe à partir du Maroc. Mais ils n'arrivaient pas, ils couraient, ils se jetaient sur la frontière. Si vous interrogez les gens, ils mettent toujours un temps long entre l'entrée sur le territoire, généralement l'entrée sans autorisation administrative, et la projection sur la frontière. Déjà, avant même d'arriver au Maroc, ils se sont renseignés. Où c'est que je peux aller? Où c'est que je passe la frontière? À quel passeur je peux faire confiance? Regardez les morts, etc. Les images, on les a de partout. Donc les gens n'ont pas passé la frontière n'importe comment. Et donc se renseigner, prendre le temps de trouver l'information bonne, trouver le réseau capable de vous diriger là où vous voulez, et ben c'est un temps long. Et pour un sociologue, c'est un temps plein. Peut-être qu'il y a de l'attente, peut-être qu'il y a du désarroi, peut-être qu'il y a du blocage, peut-être qu'on ne se projette pas dans l'ici,
mais en tout cas, pour se projeter dans le là-bas ou dans l'ailleurs, on oublie de s'organiser ici. Ça, c'est très important pour moi. Et s'il y a eu des gens qui ont tenté de passer en Europe à partir du Maroc, c'est parce qu'il y avait des migrants qui résidaient déjà avant eux dans ce pays-là, qui leur a permis, si vous voulez, quelque part de leur servir de relais social. Pour qu'il y ait des étapes, il faut qu'il y ait des relais sociaux. Deuxièmement, sur la présence des étrangers et sur le chiffre qui a été donné entre 25 000 et 40 000, nous commençons par la présence des étrangers. Le Maroc a toujours été un pays d'immigration. D'accord, on dit carrefour migratoire, ce que vous voulez, c'est une terre d'accueil, comme ça, et depuis des générations. Hein, c'est pas nouveau. Il y a toujours eu des populations étrangères qui se sont installées dans ce pays. Projetons-nous sur le Maroc moderne, le Maroc contemporain. Évidemment, même à la suite de la décolonisation, il y a eu encore des mouvements migratoires. Pendant la colonisation, elle était très importante. Les colons et ceux qui les ont suivis. Bon, mais il n'empêche que ça a toujours été un pays d'immigration. C'est vrai que pendant les années 60-70, jusqu'aux années 80, le Maroc a connu une forte propension à l'immigration. Donc le changement de contexte, c'est qu'un pays qui s'est construit de manière moderne avec un État-nation en construction, s'est projeté sur les rives européennes avec l'idée que c'est un pays de départ. Et il avait oublié, et on est en train de le revivre, que ça a toujours été un pays d'accueil. Ça, c'est extrêmement important. Et qui nous accueillons le plus? Pas les migrants d'origine des pays d'Afrique subsaharienne, les Européens. Les Européens est largement en tête, les Français en premier lieu. Donc il faut quand même aussi raison garder et se remettre dans le contexte. Sauf que dès qu'il s'agit d'Européens, ce ne sont plus des migrants. Ce sont des expatriés, des diplomates, des établis, à la limite, bon, des retraités saisonniers. Ce n'est pas des migrants, évidemment. Un migrant, c'est quelqu'un qui change son lieu de résidence. Et eux aussi, ils s'opposent à une certaine forme de xénophobie, mais leurs conditions sociales sont largement plus acceptables que ceux qui viennent de la rive sud du Sahara. Le chiffre 25 000, 40 000, l'étude de l'ANERM de 2008, elle est vraiment problématique. Elle a le mérite d'être la seule à exister, elle est problématique. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont compté un par un des migrants qu'on appelait irréguliers? Donc déjà, aucune interrogation après migrants de transit, migrants irréguliers. Les catégories ont du sens. Si on invente des catégories, il faut quand même s'y reporter. Donc ça sous-entendrait qu'ils sont en situation administrative irrégulière, ça reste à prouver. Donc est-ce qu'il y a des gens qui ont compté des personnes un par un pour dire lui il est en situation régulière, lui il ne l'est pas, lui il est en semi-régulier, il s'agit d'un Sénégalais mais il a un tampon à l'entrée, lui on ne sait pas. On ne sait pas. Donc même le chiffre de 40 000, je ne sais pas d'où il sort. Même la NERM ne s'est pas risquée d'ailleurs à donner un chiffre, elle a fait une étude sur un échantillon, même si l'échantillon maître est très critiquable, mais on ne va pas faire un débat scientifique ici. Mais elle a évoqué une fourchette et tout le monde le reprend à son compte, même l'OIM. Faire très attention, on ne sait pas combien il y a de personnes, ils sont certainement moins, certainement plus, mais on ne peut pas dire il y a que 19 000 personnes qui ont demandé à être régularisées sur 40 000. Ça se trouve, ils sont 10 fois plus, ça se trouve, c'est à peu près le chiffre de personnes qu'il y a sur le sol. Maintenant, pour le contexte marocain, donc je vous l'ai dit, immigration sur immigration, ça complexifie les choses. Pourquoi? Parce que déjà les Marocains sont dans un temps de l'immigration différente. On est de plus en plus dans la circulation migratoire, ça a été démontré depuis les années 90, où les Marocains ont diversifié énormément leur pays de destination et ont multiplié les stratégies, leurs formes de migration. Bon, c'est un débat de migratologue, mais c'est quelque chose déjà de très important à comprendre. Donc quand les migrants d'Afrique subsaharienne se sont projetés sur le Maroc, à part ceux qui voulaient y rester ou qui avaient des stratégies d'aller-retour, et qui sont, je le rappelle, majoritaires, ceux qui ont voulu faire étape pour passer en Europe, d'accord, ils étaient impressionnés. Moi, quand je les rencontrais, ils me disaient « Ah, Mehdi, tes frères, vraiment, ce sont des grands migrants, ils savent bien faire. » Et donc, il y avait l'envie aussi, quelque part, comme une forme d'apprentissage. Quand je dis que l'étape est un temps long, c'est un temps d'interaction sociale avec les populations locales. Pour beaucoup de migrants, l'idée qu'on va essayer de voir comment font les Marocains pour essayer de voir comment on peut passer de l'autre côté, c'est une idée très forte. Et je suis très heureux de voir que par le haut, les diplomates, etc., font la même chose en se disant « Ah, le Maroc a réussi certainement quelque chose dans la question de la gestion de ses résidents à l'étranger, on va essayer de prendre un modèle, etc. » Mais les gens par le bas font la même chose, c'est rigolo de constater cela. Deuxièmement, il y a un contexte quand même. Le contexte, c'est le contexte d'une frontière qui se ferme. Elle n'est pas hermétiquement fermée. L'Union européenne reste la plus vaste zone, non seulement de libre circulation, mais d'accueil de migrants étrangers. Encore aujourd'hui. Malgré tout, il y a une obsession de la frontière avec une théorie de l'endiguement, une théorie vraiment issue de la guerre froide. Pour beaucoup d'Européens, on pense qu'on peut fermer la Méditerranée comme ça,
et que l'idée c'est qu'il faut endiguer au maximum, et que plus on va repousser le mur loin, plus les gens mourront loin des yeux et donc loin du cœur des Européens. C'est bien sûr une mauvaise vision, fort heureusement c'est pas la vision de tous les Européens, hein, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, et les débats dans les pays membres de l'Union Européenne font rage, mais quand même il y a une sorte de consensus avec l'idée qu'on ne peut pas accueillir la misère du monde, et que la misère du monde arriverait par là. Elle arrive par les Suds, nous allons être pénétrés par les Suds. Et donc on a envoyé des stratèges qui font de la stratégie militaire, repoussons cette frontière, déjà endiguons avec l'Espagne et l'Italie dans les années 90, maintenant endiguons avec le Maghreb, et projetons-nous maintenant sur la nouvelle zone à conquérir, le Sahel, le Sahara, le Sahel. Bon. Ça pose des vrais problèmes stratégiques pour les sociétés qui en font partie. Ça, il faut bien le comprendre. Deuxièmement, le Maroc est quand même coincé entre deux grandes zones de libre circulation. L'Union européenne, on vient de le dire, mais aussi les États de la CEDEAO, la Confédération des États des communautés économiques des États d'Afrique de l'Ouest. C'est une grande zone de libre circulation. Au moins 8 millions de personnes, et là les chiffres sont quand même beaucoup mieux faits, même s'ils ne doivent pas compter les gens un par un, mais surtout ils ne sont pas allés chercher à savoir s'ils étaient réguliers ou pas, ce qui facilite la chose lorsqu'on veut les compter. Donc 8 millions de personnes, on est très loin bien sûr de dizaines de millions qui circulent en Europe, mais c'est quand même, le Maroc est juste au nord d'une zone où les gens ont l'habitude de traverser des frontières, faire un petit commerce, travailler, repartir, revenir. Et donc, quand on est entre les deux, le Maroc souffre de quoi? Il souffre de sa position régionale. Il n'y a pas de libre circulation entre les États du Maghreb. Et donc, il est, si vous voulez, quelque part happé. On a des Européens qui ont l'habitude de circuler librement et qui ont des amis marocains qui, eux, lorsqu'ils ont les papiers en Europe, circulent librement entre les pays d'Europe. Et il y a des Africains, surtout des Africains de l'Ouest, qui font la même chose. Donc, quelque part, le Maroc se trouve dans ce contexte régional d'une frontière qui se ferme tout en étant entre deux zones de libre circulation. La question c'est maintenant, une fois que ces migrants arrivent, où ils vivent. Ça c'est très important parce que j'ai l'impression qu'on l'oublie. Ils ne vivent pas dans des quartiers de délinquance ou je ne sais quoi. C'est des choses qui me font arracher les cheveux sur la tête. Ils vivent simplement dans les lieux où on leur a laissé une place. C'est-à-dire les endroits qui sont abordables économiquement, mais surtout dans lesquels ils peuvent espérer vivre sans se faire embêter au quotidien. Embêter, peut-être qu'ils se font embêter, mais sans risquer l'expulsion, le racisme, la violence quotidienne. Minimiser les risques, si vous voulez. Et ils vont où? Dans les quartiers de migrants. Et de migrants, quels migrants? Pas les migrants de l'intérieur. Et les quartiers de migrants de l'intérieur, les migrants marocains qui sont arrivés dans les bleds, des douars, etc., dans les grandes villes, sont des quartiers de migrants de l'intérieur et qui sont des quartiers populaires. On en a dans toutes les grandes villes, et c'est là qu'on retrouve ces migrants-là. C'est-à-dire que les migrants, surtout ceux qui sont arrivés d'Afrique de l'Ouest et qui ont passé la frontière irrégulièrement ou qui ont prolongé leur séjour sans autorisation, ces migrants-là vivent au milieu des Marocains, voire avec les Marocains. Ils leur louent des chambres, etc. Ils travaillent avec eux, ils en subissent, il y a des conflits sociaux, ils en subissent le racisme, mais il y a aussi des mariages, et tout ensemble, il y a une vie sociale qui se fait, qui n'est pas dénuée de conflits, de conflits violents, mais il y a une vie sociale qui se fait. Déjà, prenons conscience, si on veut faire une politique publique, de où sont les gens, comment ils vivent, et de quelle manière ils vivent. Comme si, quelque part, les migrants, on ne les voit pas, on ne sait pas très bien qui ils sont dans les forêts, ils sont cachés, ils vont aller en Europe. Non, ils vivent avec nous. Ils sont avec nous, on vit avec eux, des fois vous mangez du pain, ça se trouve c'est eux qui l'ont fait. Vous construisez des maisons dans les briqueteries, ils travaillent et vous mangez le sardine, alors vous avez la laïon, ce sont eux qui sont dans les sardineries. Donc bon, déjà ils vivent avec nous. Pour continuer sur les questions de la nouvelle politique migratoire, parce qu'il me reste du coup 2 minutes, le fait que les migrants s'installent, ça ne pouvait pas être dénué de conflit social. C'est toujours comme ça, où s'installe l'étranger, surtout l'étranger pauvre, sans papier, qui fait sa nouvelle entrée dans la ville, dans la cité, qui ne parle pas la langue, parfois même qui a une religion, etc. Ben, il s'installe là où on lui fait une place, c'est-à-dire le dernier, toujours plus loin, toujours plus dans des quartiers de marge. Et bien sûr, ça fait des concurrences entre pauvres. C'est inévitable. Je pense que la nouvelle politique voulue par le chef de l'État, par le roi du Maroc, prenait cela en compte. Je pense que ce n'était pas la seule raison, mais prenait en compte le fait qu'on allait au-devant de grandes difficultés sociales, malgré un nombre restreint de migrants sur notre sol. Il fallait qu'on
qu'on voie la réalité en face et qu'on sache s'organiser entre nous pour être à la hauteur de cette nouvelle réalité. Au lieu de laisser courir et toujours reporter à des agendas futurs, il fallait prendre les choses à bras-le-corps. Je pense que c'est une des raisons principales parce que tout un ensemble de rapports remontés, le CNDH a fait aussi ses rapports, qui montraient quand même que la situation était tendue. Et ce qu'on a vu à Tanger, dans le quartier type de Bourg-Khalef, c'est évidemment une des choses qui nous prend donné depuis longtemps et ce n'était pas les premières exactions qui sont commises. Donc je pense que ça prenait ça en compte. Ça prenait bien sûr en compte la question des relations entre le Maroc et l'Afrique. Et peut-être que j'en terminerai par là. Il y a une règle très simple, hein, c'est une règle connue depuis les cités-États, depuis la Rome antique, ou ce que vous voulez. On ne peut pas commercer avec le monde si le monde n'est pas chez soi. Toutes les grandes cités sont des cités cosmopolites. C'est pas possible de dire oui, je voudrais échanger, je voudrais rayonner sur la scène internationale en étant une cité fermée d'arabes musulmans. C'est impossible. D'abord parce que le Maroc n'est pas un pays seulement arabe et musulman, c'est un pays multiculturel, multilinguistique. Il a même été multireligieux et il y a un redynamisme religieux, notamment chrétien, qui réapparaît, et c'est une bonne chose. Mais en plus que le Maroc est historiquement un pays multiculturel, le Maroc, en voulant rayonner sur le monde, il est bien obligé de prendre en compte une partie du monde chez lui. Sinon, il n'y a pas de possibilité. Alors, si on veut rayonner en Afrique, si ce n'est rayonner, si on veut au moins avoir des relations saines avec les pays africains, et notamment les pays qui sont nos alliés, il faut être capable d'accueillir dignement les gens chez eux. Or, je me pose depuis ce matin une question en écoutant ce qui se passait, c'est qu'en ce moment, par exemple, il y a 8 Ivoiriens qui sont coincés à l'aéroport de Casablanca. Ils ont été arrêtés, ils n'ont pas été déférés devant le juge. Le procureur du roi n'a certainement pas signé l'arrêté d'expulsion, et s'il l'a fait, c'est souvent antidaté. C'est-à-dire qu'en violant, moi je ne parle pas du tout des textes internationaux, moi je parle de la loi marocaine. Un texte international, c'est une bonne chose, mais déjà commençons par la loi marocaine. Et donc, il y a des habitudes comme ça, où on viole la loi marocaine parce qu'on a laissé les questions sécuritaires sur les questions migratoires être prédominantes. Et donc on arrête les gens en fonction des humeurs des uns et des autres, d'un petit caïd local, on décide d'enfermer, on fait du contrôle au faciès, on dit tiens on va prendre 3 noirs, on est sûr qu'il y en a moins 1 sur 3 qui va être sans papier, et on les ramène à l'aéroport. Alors comment voulez-vous qu'on aille discuter ensuite avec les Ivoiriens, alors qu'on fait des pressions très fortes pour dire reprenez immédiatement ces gens-là, on n'en veut pas, en dehors de toute procédure? C'est difficile quand même. C'est difficile. Le Maroc demande systématiquement à tous les pays européens de bien traiter ses ressortissants. Et il sait très bien le faire. D'ailleurs, le Maroc a été un des initiateurs de la Convention sur les travailleurs migrants et membres de leur famille. Donc le Maroc a une diplomatie sur les questions migratoires très forte, très en pointe, même au niveau mondial, et reconnue comme telle. Et donc, il ne peut pas être à la pointe pour ses propres ressortissants et être autant en queue du peloton pour des étrangers qui résident sur son sol. Et donc peut-être qu'avant de résoudre ces grandes questions économiques et politiques avec l'Afrique, il faudrait être capable de mieux traiter, de mieux respecter ceux qui sont déjà chez nous. Et je vous remercie.